que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver, en plus juste avant Noël. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir greffer quelques petites idées de cadeaux de dernière minute pour un update lecture. Waouh, j'ai fait une très longue phrase avec plein de virgules et sans bugger, c'est assez beau. Alors je tourne cette vidéo pas mal en avance par rapport au moment où elle va sortir, puisque au moment où cette vidéo sort, je suis à Paris, en train de profiter de ma vie familiale et amicale, n'est-ce pas? Donc en vacances. Pourquoi je mets des guillemets? En vacances. Mais il était impensable que je ne tourne pas d'update avant de partir, puisque il y a 12 romans aujourd'hui. Et 4 mangas et 2 albums, mais 12 romans. Et dans les 12 romans, il y a beaucoup de titres où j'ai pas mal de trucs à dire. Et il y a aussi pas mal de coups de cœur. Ce qui veut dire que je vais beaucoup parler. Donc ça va être une longue vidéo. Donc préparez un tonneau de verveine, installez-vous confortablement, on est parti pour le dernier update de 2023. Ta-ta-ta-ta-ta. Quel drama! Je ferai sans doute un bilan de mes lectures de 2023 d'ailleurs, mais plutôt sur ma chaîne Tibookin, qui est dédiée aux livres. Rassurez-vous, si ça vous intéresse, je mettrai de toute façon la notif sur Instagram, vous ne louperez pas la vidéo, hein. Mais ça a été une excellente année de lecture, purée de pommes de terre, et elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. On commence donc avec manga et album, parce que c'est clairement ce qui va aller le plus vite, et après on attaquera les romans. J'ai lu qu'une seule BD depuis le dernier update, et c'est Bloody Harry tome 2. Et il y a une raison à ça, hein, c'est que tout simplement au dernier update, j'en ai lu énormément. Je crois que je vous ai parlé peut-être d'une quinzaine de titres, donc là j'avais tout simplement pas envie forcément de relire de la BD tout de suite, mais Bloody Harry, j'ai pas pu résister, hein, c'est trop bien, voilà. Alors c'est très grinçant, assez dégueulasse, c'est de l'humour noir à balles, mais ça me fait mourir de rire, voilà, donc j'aime beaucoup. Et vous vous en serez douté, du coup, c'est sur Harry Potter, et c'est plein de petits sketchs, voilà, de mini-blagues d'une page à chaque fois, et je trouve ça très drôle. Par contre, effectivement, voilà, je réitère, hein, c'est pas une BD pour enfants, on est vraiment sur quelque chose de bien sombre, hein. C'est donc ma seule BD du mois, je vais donc la grouper avec le reste, hein. En album, j'en ai lu 2 et les 2 sont absolument magnifiques. J'ai lu Les Monstres de Sébastien Pérez et Stan Manoukian. Incroyable ça aussi. Alors je l'ai un peu moins aimé que Les Sorcières du même titre. Les dessins sont tout aussi sublimes, voilà. Mais en fait Les Sorcières, j'ai été davantage touchée par le fil conducteur. Là, il est assez discret. Parce qu'en fait, à chaque fois, en fait, c'est des albums où vous avez une présentation des monstres avec plein de petits tips dessus, etc. Et vous avez quand même une histoire en fil rouge. Là, ça restait très mignon, mais j'ai trouvé que l'histoire était pas assez creusée. J'avais envie d'en savoir plus, d'en voir plus, parce que je trouvais les protagonistes très touchants. Surtout le protagoniste principal, le petit... c'était Tom ? Non, Lucas. Lucas était adorable, méga touchant. Mais voilà, j'ai préféré quand même Les Sorcières. Maintenant, ça reste un objet, livre magnifique et plein de petits contes absolument... comment dire ça? Éducatif, intéressant, ludique, tout ce que tu veux. Il y a cette page d'ailleurs qui m'a occupé peut-être 20 minutes parce qu'en fait c'est sur des vrais êtres humains. Voilà, et d'ailleurs il y a pas mal de personnages de monstres qui sont tirés de vrais êtres humains. Et là en fait c'est les monstres de foire, vous savez à l'époque où il y avait les cirques itinérants avec des personnes justement avec des physiques atypiques, genre les femmes à barbe, etc. Et là en fait ce que je trouve hyper bienveillant et important, ils ont donné les vrais noms des personnes et ils leur ont rendu hommage et j'ai trouvé ça hyper doux et du coup un peu en mode devoir de mémoire, j'ai regardé, enfin devoir de mémoire c'est peut-être un peu fort, mais je suis allée voir toutes les personnes dont ils parlaient, je suis allée voir leur visage, leur identité, voir un petit peu quelle était leur vie et voilà, j'ai trouvé ça hyper chouette et après voilà, vous avez plein de monstres de la pop culture, de légendes, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un excellent ouvrage. Tant pour les enfants que pour les plus grands. Alors, pour les grands enfants, hein, là pour le coup, hein, un petit pourrait pas tout comprendre. Mais ouais, non, vraiment cette collection, il me reste les fées et... Lequel il me manque? Il m'en reste 2. Ah, les dragons, voilà. En fait, je le visualisais, mais je voyais comme du flou, je voyais pas les formes dessus. Les fées et les dragons. J'en caserai un en janvier, c'est sûr. Second album que j'ai adoré, L'enfance des méchants, des vilains et des affreux. À la base, je voulais le lire pour Halloween. Bon, je l'ai lu un tout petit peu après, je l'ai lu début novembre. Il est génial. Ah bah tiens, j'ouvre sur Loki. Vous avez en fait une page et des fois une illustration en double page derrière pour vous présenter, pareil, en portrait des méchants, des grands méchants emblématiques et leur enfance. Ce qui donc les a menés à devenir ce qu'ils sont, quand on les connaît dans les mythes, hein, genre la Reine de Cœur, la méchante sorcière de l'Ouest, Dracula. Là, on a leur enfance. Alors, c'est totalement imaginé, hein, voilà, c'est vraiment... ça a rien à voir avec l'histoire canon, avec la vraie histoire des personnages, mais c'est super cool à lire. Genre là, Dracula, c'est un vampire depuis qu'il est bébé, enfin tu vois, voilà, ils ont réécrit plein de choses, mais voilà, j'ai passé un excellent moment aussi.
Et c'est vraiment le genre d'album... En fait, je trouve que c'est le genre d'album qui permet d'avoir une porte vers quelque chose. Ça te permet de t'intéresser, tu vois, genre, là tu vas lire par exemple L'enfance des méchants, des vilains et des affreux, tu vas tomber sur... Bah tiens, t'as le Cyclope d'Ulysse par exemple, tu vas tomber sur La Reine de Cœur. Tu vas dire, ok, l'histoire elle est vachement chouette, et ça te donne envie de lire l'œuvre originale, et après pourquoi pas de lire des réécritures, des analyses, enfin en tout cas moi c'est comme ça que ça marche, hein. Mais je trouve que c'est des portes ouvertes, voilà, et j'aime beaucoup le concept. En termes de manga, j'en ai lu 3, j'allais dire 4 parce qu'il y en a un qui est très gros, mais non, ça reste 3. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Le Cœur et le Devoir. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais L'enfance des méchants, des vilains et des affreux, c'était un cadeau de ma Alice d'amour. Et pour Le Cœur et le Devoir, pardon, c'était de Jujuge. Alors j'avoue que eux, je les ai lus très vite après les avoir reçus parce qu'ils m'attiraient beaucoup. Puis c'est une duologie, et ça c'est quand même un avantage certain. C'était très sympa, assez... Comment dire ça? Assez surprenant. Et j'aurais aimé quand même en savoir un peu plus. Le fait forcément que ce soit que en 2 tomes fait que c'est assez rushé sur pas mal de points. J'ai beaucoup aimé le caractère de cette femme. Je l'ai trouvé très digne, très classe. Et j'ai pas trop aimé le prince pour le coup. Voilà, je reste plutôt fan d'elle plutôt que de l'histoire en elle-même. Mais c'était intéressant et il y a des beaux enjeux politiques derrière. Tu sens qu'il y a un vrai background. Voilà, encore une fois, j'aurais aimé en savoir plus, mais pour une petite histoire de 2 volumes, c'est fort sympa. Si vous aimez tout ce qui est prince, princesse, guerre de pouvoir, conspiration... Bah Merlin, enfin, fais pas tomber la caméra. Pardon, mon chat, comme d'habitude, hein, regardez. Ah, comme d'habitude, quand je fais un update, il est là. Pas qu'un update d'ailleurs, dès que je tourne ici, il est là. Je crois qu'il aime le tapis et moi dessus. Bref, oui, si vous aimez voilà les batailles de pouvoir, les questions d'héritiers, de machin, ça va vous plaire. Et j'ai également lu Les âmes enflammées, il m'intéressait beaucoup celui-ci et je suis tellement contente de l'avoir lu. C'est un manga qui est hyper intéressant. Alors attendez, je me rappelle plus du nom. Omura, voilà. En fait, c'est plein de petites nouvelles différentes. Et il y a Omura qui est un esprit qui se nourrit de la flamme intérieure des gens. Alors qui se nourrit dans le bon sens, hein, qui cherche à la cultiver. Et en fait, il apparaît à des personnes désespérées et il leur redonne goût à la vie, il leur redonne l'envie de se battre et d'avancer. Du coup, vous avez plein d'histoires différentes, avec plein de profils différents. Et bah... ça donne envie d'avancer, tu vois. Ça donne envie de vivre avec un grand V et d'y croire. Et c'est trop cool. Voilà, donc c'était un excellent manga. Pas forcément facile en termes de thématique, hein, puisque... bah forcément, voilà, on tombe sur des personnes désespérées, elles le sont pas pour rien. Il y a plein de sujets différents abordés qui sont vraiment pas simples, mais ça donne envie de se battre, voilà, ça donne envie d'avancer. C'était vraiment une super découverte. Et alors les dessins sont assez basiques pour le coup, j'ai trouvé, mais ça fait le charme de l'histoire, et les persos sont vraiment hyper attachants. Et Omura, il ressemble à ça. Et il est mimi. Alors il peut prendre plusieurs formes, hein, mais c'est celle-ci qu'on voit le plus. Et voilà pour tout ce qui est manga, BD, album. Je vous avais dit ce serait rapide. Passons maintenant au roman. Je vais pas en parler dans l'ordre de lecture, ça sera un peu le premier qui pop. Pour commencer, Quand on prit la bonne étoile d'Elizabeth Lim de Twisted Tale. Twisted Tale, c'est donc une collection de Hachette Rose avec plein de one-shots. Donc c'est pas une saga qui se suit, vous pouvez vraiment lire dans l'ordre que vous voulez, ils sont tous indépendants les uns des autres, et c'est des réécritures avec des « et si ». Donc là, en l'occurrence, c'est « et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio ». Il y a aussi « et si Aladdin n'avait pas trouvé la lampe », et si... je sais plus, Ariel n'avait pas gagné face à Ursula, enfin tu vois, des trucs comme ça. Et ça propose du coup d'autres alternatives aux personnages qu'on connaît. C'est basé sur le Disney, pas sur le conte de fées, et c'est hyper intéressant. Ils sont pas tous écrits par la même personne, parce que du coup c'est pas une saga, et Elizabeth Lim, elle en a écrit plusieurs, et pour le moment, tous ceux que j'ai lus d'elle, j'ai beaucoup aimé. Celui-ci n'a pas fait exception, on est donc sur la fée bleue, on suit sa vie en fait. Et je pense que ce qui a permis d'avoir un récit aussi qualitatif, c'est parce que la fée bleue dans le dessin animé de Pinocchio, c'est une grosse zone d'ombre en fait. On la voit popper deux fois, et à la fin on entend sa voix avec sa baguette, mais on ne sait rien d'elle. On ne sait pas ce qu'elle aime, on ne sait pas sa vie, on ne sait pas depuis quand elle est fée, on ne sait pas si elle avait une famille avant, si elle en a encore une maintenant, on ne sait pas comment ça se passe au royaume des fées. Et ce livre, il répond à cette question. Et alors j'ai eu un peu peur au début, alors la plume m'a tout de suite plu, ça c'est pas un souci, c'est très distrayant à lire, ça se lit très bien, c'est totalement compatible pour des enfants. Je sais que quelqu'un m'avait demandé en commentaire de préciser quand je pensais que c'était compatible pour les enfants ce que je lisais. Malheureusement c'est assez compliqué pour moi à dire parce que ça dépend vraiment de la maturité affective, émotionnelle des personnes qui lisent. Maintenant celui-ci, voilà, il y en a certains, je prends pas de risque, je sais, quand je sais je dis, celui-ci peut tout à fait être lu par un enfant, il n'y a pas de problème. D'ailleurs toute la collection, hein, sans souci. Enfin, je pense, mais oui, normalement, ça craint rien. Tout ce qui est Hachette Rose, normalement, dans la collection Disney, ça peut y aller pour les enfants. Et donc, je disais, j'ai tout de suite bien aimé le style, parce que Elizabeth Lim, elle écrit bien, mais par contre, au début, j'avais un peu peur, parce qu'il y avait vraiment, donc, la fée bleue, et
un personnage à côté qui est sa sœur cadette, qui était insupportable. Et j'avais vraiment très peur de la morale qu'allait avoir le bouquin. Je voulais pas vraiment un truc... oh mais c'est pas grave, laissons-la être insupportable, au fond, elle a bon cœur si on cherche bien. J'avais vraiment peur de ça. Au final, je suis satisfaite de comment l'histoire s'est déroulée, comment elle s'est terminée. D'ailleurs, je m'attendais pas à certains trucs. Donc c'était cool. Vraiment, c'était un joli moment. Et je suis très contente de l'avoir lu en novembre, puisque je trouve que c'est un peu la période parfaite pour le côté un peu vœu, bon enfant, bonne âme, etc. Enfin voilà. Puis il est très beau parce que je l'ai en relié. Et ouais, non, franchement, ça a été une jolie expérience de lecture toute douce. Alors on change de style. Bam! Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux. Celui-ci, c'était la lecture commune avec vous sur le serveur Discord du mois de novembre. Donc j'ai lu un chapitre par jour. Alors des fois j'en lisais 2 tous les 2 jours parce que je le faisais pas quotidiennement, mais j'ai tenu la lecture commune sans souci et je l'ai adorée. Si vous n'avez pas encore lu cette œuvre, elle est incroyable. Alors je connaissais déjà l'histoire puisque il y a un film que j'adore du Fantôme de l'Opéra, il y a une comédie musicale que j'adore du Fantôme de l'Opéra, mais je n'avais jamais lu le roman originel et ça a été une super découverte. Très sombre. On est vraiment plutôt sur un côté thriller fantastique. Vous avez des meurtres, des catastrophes qui se passent dans l'opéra de Paris et vous cherchez, il y a un fantôme apparemment qui est responsable de ça et les gens essaient de comprendre qui est ce fantôme, comment il fait, les gens, certains. Et il y a des personnages autour qui sont top, notamment Christine, qui est un des amours de ma vie, voilà, que je trouve merveilleuse. Raoul, que je n'aime pas du tout. Mais le style en lui-même est vraiment... On est sur un roman noir, on est vraiment sur quelque chose de sombre et angoissant. J'ai adoré. Je me suis vraiment retrouvée totalement emportée dans l'histoire. C'était vraiment prenant. Alors, pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment adouci le personnage du fantôme dans le film et la comédie musicale. Il est beaucoup plus dark dans le roman. Autant je peux entendre qu'on crush sur lui dans le film, autant là, si vous crochez dessus, faut s'inquiéter quand même un peu. Alors qu'on le plaigne et qu'on pâtisse, oui, mais qu'on le trouve sexy, il va loin, tu vois, genre il va vraiment très loin au niveau de la torture mentale et physique même. Il y a une forme de sadisme, tu vois, j'étais pas à l'aise, j'étais vraiment pas à l'aise. Mais après le but, alors il est absolument pas rendu glamour, vraiment pas. C'est dans le film qu'il a été glamourisé derrière, et je comprends pourquoi ça a été fait, mais dans le roman, c'est pas du tout le but de le rendre glamour. Je trouve qu'il propose une version du monstre qui est hyper intéressante. Je mets monstre entre guillemets pour vraiment le sens étymologique, à savoir n'est pas comme la norme. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai background psychologique, même psychiatrique. Enfin voilà, c'était hyper intéressant et j'ai adoré, je vous recommande vivement. Alors en termes de saison, il vous reste janvier-février si vous voulez essayer de vous mettre dedans. Parce que j'avoue que pour moi c'était parfait de le lire en novembre. C'était vraiment... idéal. D'ailleurs, de manière générale, je dois dire que toutes les lectures que j'ai faites durant ce mois de novembre, même fin octobre d'ailleurs, je crois aussi, là. J'ai beaucoup de livres, mais non, peut-être pas, je sais plus. En tout cas, toutes les lectures que j'ai faites dernièrement, j'ai trouvé qu'elles collaient parfaitement avec l'ambiance de la saison, avec le mood que je recherchais, donc ça a dû nourrir également mon kiff sur beaucoup de titres. Passons ensuite aux Disparus du pays imaginaire d'Aiden Thomas. C'était une excellente surprise, surtout pour sa fin. Alors là, pour le coup, est-ce que on est sur quelque chose pour enfants? Je dirais que non. On est clairement sur quelque chose de beaucoup plus sombre. En fait, c'est dans le futur, donc il y a... Enfin, je vous situe. En gros, Wendy et ses frères ont disparu à un moment de leur enfance, et il y a que Wendy qui est rentrée. Et quelques années plus tard, des enfants disparaissent à nouveau, et Wendy rencontre un garçon de manière inopinée en rentrant chez elle, qui dit s'appeler Peter, et il a besoin d'elle pour retrouver ses enfants. Et du coup, ça lui ramène à la disparition de ses frères, ça la ramène en fait, elle a eu un gros blackout, tu vois, elle sait plus ce qui s'est passé depuis que ses frères sont plus là et tout. Elle se rappelle juste qu'elle est revenue dans la forêt et que elle était seule, quoi. Et du coup, ça la replonge dans toute cette période difficile. Et c'est un livre qui est très sombre. Il y a aussi un peu ce côté thriller, pour le coup. Il y a vraiment une ambiance. T'es dans un petit village, t'as des gamins qui disparaissent, t'as une forêt, t'as un brouillard qui est tout le temps là. C'est assez pesant, tu vois. C'est vraiment bien rendu là-dessus. Tout au début de ma lecture, j'étais en mode, ok, on va dire les 2 premiers tiers de la lecture, j'étais en mode, ok, c'est sympa à lire. c'est prenant, tu vois. C'est pas un coup de cœur. Mais la fin apporte une maturité et des messages que j'ai trouvé très surprenants, d'ailleurs, parce que, bon, je me dis, réécriture de Peter Pan, ça doit être mignonnet, tu vois, enfin, voilà. Il y a des messages qui sont très durs à la fin, quand même. Enfin, très durs. Il faut pouvoir les lire, tu vois. Et je m'attendais pas à cette fin, ça m'a beaucoup plu.
J'aime bien quand les livres osent, tu vois, défendre leur message complètement, et là c'est ce qu'il fait. Ça a été vraiment, ouais, une belle surprise, une très belle surprise. Par contre, c'est sombre. Voilà, on est sur un récit qui est sombre. J'ai beaucoup aimé le personnage de Peter Pan. J'ai également aimé le personnage de Wendy, parce que je sais que plusieurs m'attendaient au tournant, vu que je n'aime pas Wendy dans le dessin animé de Disney. Là, ça n'a rien à voir, et j'ai beaucoup aimé leur relation également, entre Peter et Wendy, que j'ai trouvé d'une très belle intensité. Voilà, ça m'a bien plu. Non, franchement, en fait, c'était assez intéressant comme lecture, parce que ça partait vraiment sur quelque chose de sympa, mais sans plus. Intéressant, tu vois, pour mes 2 premiers tiers. Et le dernier tiers, j'étais en mode waouh. Ah, quand même. Ok. Waouh. Ok, livre. Ok, soit. Prends ma main. Enfin, je prends ta main plutôt. Je vais là où tu m'emmènes. Et ouais, non, le dernier tiers lui a fait gagner pas mal de points en termes de moyenne. Mais du coup, je recommande. Peut-être pas quand vous êtes en train de déprimer, hein, voilà. Voilà. Voilà, encore une fois, on est sur une thématique qui hante tout au long du récit, c'est la disparition d'enfants, hein, donc c'est pas joyeux du tout, mais c'est bon. C'est vraiment bon. Tiens, on continue sur les bonnes surprises auxquelles je ne m'attendais pas spécialement. J'ai eu que ça, en fait, ce mois-ci. Hein. Il y a eu pas mal de livres, notamment Les Disparus du Pays Imaginaire et À Miroir, que en fait, j'avais envie de lire, mais j'étais en mode, ça va être sympa. Ça va être sympa, mais tu vois, je m'attendais pas à quelque chose qui m'apporte vraiment un petit plus. Je m'attendais à quelque chose de distrayant. Et ben celui-là, ça a été idem, une très bonne surprise. À Miroir, alors en fait, c'est vendu en mode, c'est un mélange de Bridgerton et de Faye. Donc, comment te dire, moi je m'attendais pas à quelque chose d'infiniment profond, tu vois. Je m'attendais à, t'as une meuf mortelle qui va copuler avec un Faye et un mâle, et puis il va être maudit, enfin tu sais, un truc un peu classique, à la Cendrillon, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, il y a des messages sociaux à l'intérieur. Ah, ça va loin, et c'est très intéressant. Il y a limite, moi je trouve, une petite vibe Oliver Twist, enfin en tout cas une vibe Dickens de manière générale, pas Oliver Twist, mais tout l'esprit de Dickens qui condamne les abus par rapport au peuple, qui dénonce la misère sociale, il y a vraiment ça à l'intérieur, c'est assez ouf. On est sur Théodora, donc qui est une petite gamine à la base, qui se fait voler la moitié de son âme par un faillet quand elle est enfant. C'est pas un spoil, je crois. Oui, c'est marqué dans le résumé, et c'est vraiment le premier chapitre qui resitue ça. Et du coup, elle grandit en étant très passive, tu vois, genre très placide. Elle s'enthousiasme jamais, elle pleure jamais, elle est très... Ouais, elle est froide, enfin, elle ressent rien, tu vois, genre, elle ressent, mais comme s'il y avait un mur de distance avec ses émotions. Et elle se retrouve à devoir accompagner sa cousine, je crois, à Londres pour une entrée dans le monde, pour essayer de choper un prétendant, machin. Bon, elle accompagne sa cousine, elle s'en fout, hein, forcément. Et elle va rencontrer le Lord Sorcier qui essaie de régler quelques problèmes, on va dire ça comme ça, hein. Et elle va rencontrer également d'autres nobles. Enfin voilà, il y a tout un petit panel de personnages qui est très intéressant, surtout les 2 mecs et les 2 meufs en fait qui sont en parallèle. Mais je trouve que ouais, en fait, ce que je trouve balèze, c'est que vraiment, quand tu lis le résumé, tu t'attends à quelque chose de léger, et en fait, il y a beaucoup de profondeur. Et j'ai trouvé que les messages à l'intérieur étaient importants. Sincèrement importants. Ils sont dénoncés avec justesse, avec... Le style est bon, les personnages sont attachants. Non, franchement, tu vois, je m'attendais à un petit 12-13, s'il faut noter, ça a été un 18, tu vois, voire un 19. C'était vraiment une très très bonne surprise. Comme quoi, je préfère que ça aille dans ce sens-là que dans l'autre, hein. Mais du coup, je recommande Âme Miroir. C'est très intéressant et ouais, très bien. Tiens, une autre bonne surprise. De toute façon, j'en ai eu plein, hein. Le tombeau des immortels de Vampiria America. De la saga Vampiria America de Victor Dixon. Alors, c'est le début. Alors, je sais pas si c'est le début d'une autre saga ou si c'est un one-shot. Je pense que c'est le début d'une autre saga. À la base, Victor Dixon a écrit la trilogie Vampiria. Donc Vampiria qui se passe avec un panel de personnages. C'est une saga qui est très sombre, mais qui est super stylée. Où en fait Louis XIV est devenu vampire et est devenu, au lieu du roi soleil, le roi des ténèbres, et il est immortel, voilà, et il y a des vampires partout qui bouffent les gens, voilà, grosso merdouillette c'est l'idée, hein. Les gens du peuple doivent donner la dîme et verser du sang tous les mois pour nourrir les vampires, enfin il y a une espèce d'ordre qui est établi, mais c'est pas fou quoi, pour les gens surtout, parce que les vampires ils sont plutôt contents, et donc la saga de Vampiria c'est une trilogie, et Vampiria America, c'est le tome 1 d'une nouvelle trilogie. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, c'est un tome autre qui suit la première trilogie. Je sais que la question se posait beaucoup de est-ce qu'on peut le lire sans avoir lu la première trilogie? Non. Enfin, vous pouvez. Mais ça serait vraiment dommage de le lire dans cet ordre-là, puisque à l'intérieur de ce tome, il y a 2 personnages qu'on connaît bien dans la première trilogie, qui ont un développement hyper poussé, et si vous lisez ça d'abord, ça vous spoil tout ce qui s'est passé dans la première trilogie.
Voilà, donc ça serait quand même très con, surtout sur la fin, vraiment. Donc, ne faites pas ça. Lisez d'abord Vampiria et après, lisez Vampiria America. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Ça a été une très bonne surprise. Alors, honnêtement, je m'attendais à kiffer, hein. Un peu pareil que les deux autres, je m'attendais à passer un bon moment. Je savais pas dans quelle mesure ça allait être un bon moment ou un excellent moment. Je savais que j'allais passer, voilà, que ça allait être cool, mais je pouvais pas deviner mon enthousiasme. Au début, j'ai eu un peu peur, puisque il y a un pari qui est assez risqué dans ce livre, c'est qu'il y a 6 personnages principaux, oui c'est ça, 6 desperados, et en fait, il y a un chapitre par narrateur. Donc qui raconte son passif, qui raconte son présent, qui raconte ses espoirs, qui raconte comment il ressent les choses pendant l'action, etc. Parce qu'en fait, c'est 6 jeunes qui veulent renverser l'ordre vampirique et qui ont... Enfin, c'est pas vraiment ça, mais en gros 6 jeunes qui font un espèce de coup d'état pour essayer de demander des choses importantes contre des otages. Voilà, c'est un truc comme ça. C'est plus juste de dire ça comme ça. Et du coup, on suit les profils de ces 6 jeunes. Et en fait, au début, j'étais en mode, waouh, attends, il y a 6 personnages. Ça veut dire qu'il faut s'attacher aux 6, valider, enfin, s'identifier aux enjeux des 6, au caractère des 6, ne pas se gourer dans les prénoms, parce qu'au début, genre, tu vas avoir un chapitre sur Annabelle, après le chapitre d'après, il est sur Archer, après il va être sur Raphaël, et en fait, après, tu vas être en mode, waouh, mais attends, qui est qui, tu vois? C'était une appréhension que j'avais quand j'ai vu que ça se fonctionnait comme ça. En fait, ça marche très bien. Les personnages ont des... Alors, les 2 filles, j'ai confondu les prénoms à un moment parce qu'il y a 2 meufs. J'étais un peu en mode... Alors, ce qui est très bien foutu aussi, c'est que vous avez une page, tout au départ, qui référence les noms. Donc, dès que j'avais un petit doute, j'y revenais, je fais, ok, alors attends, Annabelle, ok, c'est elle. Parce que t'as un petit trait qui résume rapidement le problème, tu vois. Ce qui m'a permis de trouver la lecture très fluide, en fait. Et la première moitié, j'étais dans l'histoire, mais sans plus. La seconde moitié m'a vraiment totalement emporté à 500%. Donc la première moitié, ça serait pareil, un 13-14. La seconde moitié, on est plutôt sur un bon 18. Le rythme s'enchaîne très très vite, il y a plein de péripéties, plein de drames. Quand on a déjà lu Vampiria, on sait que Victor Dixon n'a aucun mal à sacrifier des personnages quand il le faut. Du coup, jusqu'au bout, t'es en mode, ok, qui va crever, qui va pas crever, comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir une trahison de dernière minute? Vampiria, là-dessus, c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi dans cette saga, c'est que c'est une saga qui n'hésite pas à... qui n'hésite pas en fait. Voilà, quand il faut buter des persos, on bute des persos, et au début ça fait bizarre, hein. Vraiment, de toute façon, si vous commencez Vampiria, vous allez tout de suite comprendre. Dès les premiers chapitres, vous allez être en mode ok, quand même. Et puis après, tu t'y fais, tu vois. Mais du coup, voilà, c'est ça qui est bien en vrai. Parce que souvent, je trouve que quand on lit un roman young adulte, de manière générale, on a tendance à se dire, ouais, de toute façon, on sait que personne va crever, quoi. Je veux dire, c'est du young adulte. Et bah, encore une fois, j'aime bien quand les romans, ils osent. Et bah lui, il ose. Et en plus, c'est bien écrit. Donc c'est totalement validé. Et je pense qu'il y aura une suite. En tout cas, c'est une fin qui présage qu'on va les revoir. J'ai trop hâte de les retrouver. Il y a vraiment des persos que je me suis vraiment attachée à eux. Bah, tous en fait, hein, mais particulièrement un ou deux. D'ailleurs, il y a un perso que j'aimais pas du tout au début. C'est limite devenu mon préf à la fin. Et puis j'ai revu mon bébé d'âme qu'on voit dans la première trilogie que j'aime trop. Enfin voilà. Bref, c'était très cool. Voilà, je valide total. Ah, un que j'ai un peu moins aimé. Monstre ordinaire. Alors, je pense que lui, le problème, c'est que au début de ma lecture, j'ai été totalement enthousiaste. Genre, les premiers... En fait, ça m'a fait un peu l'effet inverse des autres lectures. C'est-à-dire que j'ai commencé ce roman. J'étais en mode, waouh, la plume est folle. Les personnages sont dingues. Le style est incroyable. L'ambiance est... J'ai plus de mots. Astronomique. Enfin voilà, vraiment, on va dire le premier quart, le premier quart du roman... Bah, je crois que je l'ai découvert en Read With Me, en stream. J'étais vraiment... Dans ma tête, j'étais en mode, ok, on part sur un coup de cœur de la muerte, genre équivalent des salauds gentilshommes dans ma vie, tu vois, genre... Et en fait, malheureusement, la suite perd en rythme. Le début annonce quelque chose d'incroyable. Enfin, pour moi, hein, le début, bah vraiment, waouh. Et en fait, après, bah, ça patauge un peu. On amène plein de persos qui, au final, n'apportent pas tant de choses que ça. On est beaucoup plus dans la contemplation que dans l'action, même s'il se passe plein de choses, mais... Les persos sont pas assez creusés à titre personnel en fait. Il se passe plein de choses. On les décrit en termes d'action, voilà, mais j'aurais aimé plus de tripes en fait, tu vois. Alors pour le coup, il se passe des choses graves. On perd plein de personnages d'ailleurs, beaucoup. Voilà, il y a une vraie intensité de drame. Il y a pas de problème là-dessus. C'est pas que c'est édulcoré, hein. Mais il y a trop et
Et malheureusement, je pense qu'en fait, c'est assez paradoxal parce que le récit est très lent sur certaines choses et prend pas assez de temps pour d'autres. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti de mon côté, hein. Ce qui fait que j'ai adoré le début parce que le début est focus sur 2 enfants et on suit leur vie en fait. Enfin, on suit comment ils ont été amenés à arriver là, on retrace un peu leur parcours. C'est génial. C'est le truc gamin des rues, enfin... Puis après, tu te perds. Tu te perds et puis c'est lent. J'ai eu le sentiment de lourdeur à la lecture. Maintenant, je pense que je lirai quand même la suite parce que le scénario est bon. Le scénario est bon, l'univers est bon et riche. C'est bien écrit, c'est vraiment très bien écrit, y a rien à redire là-dessus. Mais ouais, c'est dommage. Parce que vraiment, le début, je vous dis, je visais, enfin, j'entrevoyais les étoiles, tu vois. J'étais, puis non. Voilà, c'est plus frustrant, je pense, dans ce sens-là que dans l'autre, hein. Du coup, alors, je le recommande. En termes de plume, il est plus difficile que les autres dont j'ai parlé avant. Il a un niveau de style qui est beaucoup plus riche quand même. Puis comme encore une fois je vous l'ai dit, il est lent. Donc si vous êtes habitué à la lecture, pas de souci. Si vous commencez juste, c'est peut-être un gros bébé pour commencer. Mais il est prenant. Il est prenant et c'est une bonne histoire. Mais ouais, dommage. Je suis frustrée. Ah, je vous avais pas dit le synopsis, mais en gros, c'est des enfants qui ont des pouvoirs magiques. Et enfin des pouvoirs magiques, ça fait bizarre dit comme ça, c'est pas des sorciers, mais ils ont des facultés plutôt qui se développent, et il y a des gens qui les repèrent grâce à une sorte de pouvoir, et ils viennent les chercher pour les emmener dans une école. Mais ça, en fait, dit comme ça, t'as l'impression que c'est le synopsis, mais en fait ça c'est vraiment genre, tu vois, c'est comment dire, le chapiteau, et à l'intérieur t'as tous les spectacles, tu vois. Donc le chapiteau au final tu l'oublies même. Genre, je crois qu'à la moitié du bouquin, on l'a même pas encore vu l'école, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est même pas une école, c'est une sorte de maison, enfin, c'est vraiment, c'est limite anecdotique. C'est pas, faut pas imaginer en lisant ça que vous allez avoir des gamins qui vivent ensemble et qui font des blagues et, pas du tout, hein, le truc de l'école, c'est pour situer un petit peu ce qui se passe dans le monde, comment le truc qui fonctionne, pourquoi il se déplace, etc. Mais c'est vraiment pas le nœud de l'histoire. Ça se passe en Écosse, ça se passe en 1882, j'adore le 19e siècle en termes d'ambiance, vraiment, enfin, c'est pareil. Et pour le coup, au début, t'as vraiment une vibe Dickens avec le côté Oliver Twist, David Copperfield, enfin voilà, le gamin des rues qui doit se démerder, j'adore ça. Shit! Il reste encore 6 livres. Mon Dieu, genre je vais peut-être pas autant parler pour tous, hein. Le détective et le soldat blessé d'Isabelle Lesteplume. C'est un NXM bookmark. Et Isabelle Lesteplume, c'est une autrice que j'aime beaucoup puisque j'ai déjà lu d'elle sa réécriture sur La Petite Sirène qui était vraiment super stylée. Donc je savais qu'au niveau du style, je n'aurais pas de problème. Et effectivement, après c'est pareil, bookmark, je pense que quand on a lu un peu, tu sais comment fonctionne la maison d'édition, quel type de texte ils publient. Donc je savais que j'allais passer un bon moment. Effectivement, c'était un bon moment. Maintenant, c'était pas plus que ça. On est sur une réécriture de Sherlock Holmes et du Dr Watson qui se péchotent. Ah oui. Et alors, honnêtement, c'est sympa, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire en le lisant, c'est une bonne fanfiction. Et attention, c'est pas une critique. C'est loin d'être une critique. Quand j'étais ado, j'ai eu une période où mes seules lectures, c'était des fanfictions Harry Potter sur fanfic.net. Je sais plus le nom du truc parce que ça a dû fermer depuis le temps. Mais je lisais des fanfictions pendant des heures. J'ai lu l'équivalent, peut-être le double de la saga Harry Potter en entier, sur des trucs fictifs. Et c'était brillamment écrit. C'est pas du tout un reproche ce que je dis, attention. Mais c'est le style. On est vraiment, enfin c'est le genre plutôt. On est vraiment sur une fanfiction de Sherlock Holmes qui péchote Watson. Fanfiction très bien écrite, fanfiction fun, dynamique, avec du piment, avec de l'action, des personnages touchants. Watson, je l'adore, mais une fanfiction qui du coup n'invente rien. Ça reprend vraiment tout ce qu'on connaît de Sherlock et ça le mélange autrement dans la marmite, tu vois. Mais ça n'invente rien et ouais, je me suis un peu ennuyée, surtout sur la fin. C'était sympa, c'était divertissant, mais ouais, non, c'était peut-être trop plat pour moi. Et vous voyez la différence, c'est qu'elle a fait une réécriture du coup de La Petite Sirène, où à la place de Ariel et Eric, il y a 2 mecs. Et Ursula est aussi d'ailleurs remplacée par un mec, enfin il y a que des mecs, tu vois. Et la différence, c'est que sa réécriture de La Petite Sirène, elle a totalement changé l'histoire. Totalement. Le seul point commun, c'est la sorcière, la sirène qui perd sa voix et le prince sur terre qui veut être péchoté, tu vois. C'est le seul, enfin, du coup, t'as la même trame, mais l'histoire en elle-même n'a rien à voir pour les sirènes. Vraiment, t'as tout un enjeu politique qui existe pas, t'as plein de bails qui ont rien à voir avec le conte, ou même avec le Disney. Là, pour le coup, c'est vraiment l'histoire de Sherlock, tu vois, donc il y a pas trop d'intérêt, en fait, je trouve, à part la satisfaction de voir 2 persos sympas se péchoter. Et c'est un intérêt important, mais pas assez à mon goût pour le mettre dans le podium de ma vie. Néanmoins, c'était une lecture sympathique et divertissante. Si j'ai l'occasion de lire la suite, je le ferai, tu vois, c'était plaisant.
Ah, par contre, alors ça, ah, lui il va me tenir occupé un moment, putain de merde. Peut-être que je boive un petit peu. J'ai bu. Non mais j'ai mûri, j'ai pris une bouteille d'eau à côté de moi maintenant. Parce que je sais, ça m'évite de me lever comme ça. Donc, du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Faut que j'arrête d'essayer de prononcer les noms des auteurs en fait, je me fais du mal. Ça c'est un cadeau de Lisandre, d'ailleurs je crois pas que j'ai oublié... Ah si, attends, j'ai pas dit de qui était. Le détective et le soldat blessé, c'était Behind the Appearance qui me l'avait offert. Monstre ordinaire, c'était Behind the Appearance. Ah oui, bah du coup j'ai tout lu de toi, Behind. Et les disparus du pays imaginaire, c'était Emma Bookin. Et le fantôme de l'opéra, c'était ma chèche d'amour qui voulait me faire découvrir l'ouvrage. Je reprends donc du thé pour les fantômes qui m'a été offert par Lisandre parce que c'était un roman qui l'avait vraiment bouleversé et il voulait avoir mon retour dessus. J'étais absolument ravie parce qu'il était dans ma wishlist, donc ça tombait très bien. En plus, j'avais ces petits post-it durant la lecture et ça a vraiment ajouté un petit truc. Je lui ai fait des retours du coup sur ses post-it, etc. Enfin, je lui ai fait plein de retours en MP pour le coup. Il était content. D'ailleurs, je m'excuse de ne pas pouvoir faire ça pour tout le monde parce que sinon, je n'avancerai jamais. Hein. Mais vous avez mes retours en update. Alors, du thé pour les fantômes. Oh la vache. Alors, ce livre-là... Je comprends qu'on adore et je comprends qu'on n'aime pas du tout. C'est un ovni un petit peu, je trouve. Alors moi de mon côté, je l'ai adoré. Je l'ai adoré, genre majuscule sur le A. Et j'ai trouvé que le style était excellent. Alors encore une fois, je comprends qu'il dérange. On est sur un style qui est très abstrait, si on peut dire ça comme ça. On suit l'histoire de deux sœurs, Félicité et Agonie. Félicité et Agonie qui sont donc les deux sœurs d'une femme assez particulière, assez sorcière, on peut dire ça comme ça. Et les deux ont hérité de certains pouvoirs, pas les mêmes de leur maman. Et elles n'ont pas du tout la même enfance, elles n'ont pas du tout le même caractère, elles n'ont pas du tout les mêmes traumas. Et rien que ça, j'ai trouvé ça assez brillant parce que avec ces deux personnages, on a, je trouve, deux profils d'enfants traumatisés par la vie qui grandissent en adultes et qui restent traumatisés par la vie. Et si dans un premier temps, on est forcément vachement... Enfin, en tout cas de mon côté, j'ai été vachement en mode bon bah Félicité, ça va, tu vois. Enfin, genre, c'est tranquille, tu vois. Genre par rapport à Agonie, elle s'en sort vachement mieux. Et en fait, très rapidement, j'ai eu... ouais, c'est plus insidieux, tu vois. C'est pas la même chose. Et je suis très contente de moi et c'est là aussi que je vois que j'ai beaucoup appris, mine de rien, grâce à ma psy et grâce à ce que j'ai aussi travaillé sur moi. Mais il n'y a pas à comparer, en fait, les souffrances. Il n'y a pas à niveler les souffrances, les traumatismes et les angoisses et l'insécurité et la peur. Et chacun a son parcours de vie, chacun a ses expériences et chaque expérience est valide. Chaque ressenti adulte est valide. Et c'est courageux d'essayer de sortir de ça et d'avancer. Et les deux, c'est ce qu'elles font. Elles le font pas de la même manière. Elles communiquent d'une manière assez particulière aussi. Mais je suis fière d'elles, tu vois. J'étais fière d'elles en le lisant. Et c'est un livre qui traite de tellement de problèmes intimes qu'on a avec nous-mêmes. D'acceptation de soi, de regard sur nous-mêmes, de cercle familial aussi, qui est toxique parfois, qui peut aussi être libérateur, d'étiquettes qu'on se met ou que les autres nous mettent, d'apparence physique, de comment les autres nous jugent, de comment nous-mêmes on se juge. C'est un livre qui est très organique, je trouve, en fait. C'est un livre que tu ressens quand tu le lis. Et de mon côté, alors vous savez que je lis vite maintenant. D'ailleurs, j'ai trouvé que je lisais de plus en plus vite. Alors, on s'entend quand je dis vite. Mais disons que je sens que je suis capable d'être concentrée plus longtemps. Tu vois, enfin, il y a des petits trucs comme ça que j'ai développés cette année aussi, mine de rien, par rapport à la lecture. Parce que c'est vrai que j'ai eu un très bon rythme. Et on est typiquement sur un livre que de mon côté, je pouvais lire que 50 pages par 50 pages. En général, quand j'aime beaucoup un livre, je peux me faire des sessions de 100 pages par 100 pages. Ça m'arrive, alors surtout, ça dépend des ouvrages bien entendu, hein. Je parle d'un young adulte par exemple qui se lit bien, genre Âme miroir, je l'ai lu en 24 heures, pour vous donner... Alors j'étais malade, c'est à prendre en compte, mais je l'ai lu le matin, je l'ai fini le soir. J'avais rien d'autre à foutre de ma journée, on est d'accord? Mais tu vois ce que je veux dire, ça s'enchaîne. Lui, j'avais du temps, mais j'étais juste pas capable émotionnellement de passer trop de temps à lire ce livre. J'avais besoin de pause, j'avais besoin de... à peu près en moyenne, en vrai, toutes les 50 pages, de fermer le livre, de me dire « Ok, waouh, d'accord, il s'est passé ça. Putain, c'était dur. » Et j'ai fait plein de vogues pour en parler à Lisandre, notamment, parce que ça m'a fait du bien aussi pour réfléchir. Je pense que c'est un livre qui est très intime et qui peut parler à beaucoup de gens. Il y a plein de trucs. C'est un mélange de merveilleux et de sombre.
de romans contemplatifs et de romans d'introspection. C'est très poétique et en même temps très réaliste. C'est en fait tout le temps en équilibre entre deux choses. Et encore une fois, je comprends totalement qu'on passe à côté. Je pense aussi qu'en fonction des profils psychologiques qu'on a, il y a des trucs que on peut pas encaisser tout de suite, ou alors même qu'on n'ait pas envie de lire, tu vois, tout simplement parce que c'est quand même rude. Et puis encore une fois, le style est très particulier, donc où on adhère ou on n'adhère pas. Hein. Moi, de mon côté, encore une fois, ça l'a vachement fait. J'ai trouvé que c'était un livre qui était unique. Voilà. Tu lis pas deux livres comme ça. Il y a quelque chose, tu vois, ouais, d'unique là-dedans. Et c'était une putain d'expérience de lecture. En termes de ressenti, il m'a pas mal fait écho avec... Oh mon Dieu, le titre. La fille qui garde les cimetières. Changer l'eau des fleurs. Putain, il est juste là. Heureusement, comme ça, j'ai pas eu besoin d'aller me lever pour le chercher. C'est un peu ce même rapport, parce que la mort est omniprésente dans le récit, puisque en fait, elles perdent leur maman et elles se retrouvent, les sœurs. Et c'est ça qui entraîne tout le truc. Donc la mort est omniprésente dans le récit. Puis surtout, il y a une des deux sœurs qui a la capacité de voir les fantômes. Ça aide bien, parce que c'est ça l'histoire. Hein. C'est en gros, la mère meurt, et les deux sœurs se retrouvent, et elles veulent retrouver son fantôme pour lui poser des questions sur des trucs qu'elles ont découverts. Et j'ai trouvé que le rapport à la mort, assez décomplexé, assez doux, dans l'acceptation en fait, tout simplement, et en même temps, juste dans la... Je sais pas comment dire ça diabolise pas le sujet, ça l'encense pas non plus, c'est juste un fait. Ça m'a pas mal fait penser à Changer l'eau des fleurs. Même si dans Changer l'eau des fleurs, il y a beaucoup de douleur. Tu passes peut-être par un peu plus de douleur brute, mais c'est un peu la même façon d'appréhender les choses. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un ouvrage prenant, unique, et très très bon. Vraiment très très bon. J'ai failli mettre 20. Mais il manquait un petit truc. Donc j'ai mis 19, il me semble, de mémoire. Parce que 20, c'est vraiment pour moi la quintessence, tu vois. Donc il manquait le petit machin. Mais voilà, excellent ouvrage. Tiens, si on continue sur les bonnes surprises. Hein? Allez, Gwen and Hart are not in love. Alors lui, prière d'aimer qui vous voulez. Je l'ai attaqué, d'ailleurs il est dédicacé. Et c'est Alice qui me l'a offert. Lui, je m'attendais, un peu comme Âme Miroir et Les Disparus, je m'attendais à quelque chose de sympa. Mais très léger et un peu feel good niais bébête, tu vois. On va pas se mentir, non mais voilà, je m'attendais à un bon moment, mais sans plus. C'est génial! Il est génial! Alors en fait, c'est pareil, alors le synopsis, ça dit que... Je vous lis le début, parce qu'en vrai c'est très très court. La princesse Gwen aime la chevaleresse Bridget, qu'il aime beaucoup en retour. Hart, le promis de Gwen, aime quant à lui le doux Gabriel, le futur monarque et frère de Gwen, qui ne sait pas si par hasard il ne serait pas aussi très attiré par le fantasque Hart. Oups, ce n'est pas ainsi que c'est censé se passer. Il y a à l'évidence un énorme problème à Camelot, car pour le bien de la couronne, Gwen et Hart doivent se marier et avoir beaucoup d'enfants. Or, Gwen et Hart ne s'aiment pas, mais vraiment pas du tout. Et en fait, moi au début, je pensais que c'était une réécriture d'Arthur, de la légende du roi Arthur. En fait, non, c'est sur les descendants. Mais alors, descendants de descendants, où Arthur est un peu une légende, peut-être que Hart, il a un lointain ancêtre commun, enfin tu vois, voilà, c'est vraiment descendant, voilà. Et j'ai adoré ce récit. J'ai adoré les réflexions qu'il y avait, l'introspection qu'il y avait, enfin tout le questionnement par rapport aux relations homosexuelles dans une société qui ne les accepte pas, la relation entre les personnages, j'ai grave kiffé. Surtout entre Gwen et Hart, alors c'était un peu lent à se mettre en place, mais j'ai adoré le développement de leur lien, mais également de leur personnalité. Hart, c'est mon préféré. Alors qu'au début, je pouvais pas me le voir. C'est assez ouf, hein. C'est vrai, ça me fait un peu penser à Vampiria pour ça, parce que, mais encore mieux là pour ça. Hart, vraiment, au début, il est imbuvable. Et en fait, alors, dès le début, tu vois un peu les ficelles, tu vois, de pourquoi il est imbuvable, etc. Mais en fait, plus le récit avance, plus tu t'y attaches. Et vraiment, oh là là, mais il est incroyable. Puis les punchlines à l'intérieur. En fait, t'as un style qui est très parlé et très vivant quand tu les lis, tu vois. Tu vois les interactions entre les personnages, t'as l'impression que c'est tes potes. Et ça n'empêche pas qu'il y ait beaucoup de grandeur dans le récit, beaucoup d'enjeux importants. Ça met consécutivement des enjeux de royaume, de loi, de pouvoir, et des enjeux très personnels, d'oser aimer, d'oser se montrer tel qu'on est, de faire confiance, de tendre la main, d'accepter la main tendue. C'est un mélange de très intime et de grandiose.
et enfin de grandiose, de national, on va dire ça plutôt. Et ouais non, c'était génial. Ça a été une excellente surprise. Alors pareil, la fin m'a surprise sur certains trucs. Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin sur certaines actions, on va dire. Mais ouais non, c'est très bon. C'est vraiment très bon et ça allie extrêmement bien du feel good, de la détente, du rire et en même temps des enjeux qui sont très prenants et importants. J'ai adoré, voilà. Alors, j'adore les surprises comme ça. Hein. Lire un truc en me disant, bon, ça va être sympa, et avoir des étoiles dans les yeux quand je le lis, c'est la meilleure chose du monde. Donc, lisez Gwennon Hart, excellent. Et il m'en reste plus que 3. Oui, on va y arriver. Cette vidéo risque d'être vraiment très longue. Passeur de souffle de Patricia Hespel. Lui, ça a été un petit peu une déconvenue. Un petit peu. Enfin, c'est pas vraiment une déconvenue. C'était inattendu, et du coup, ça m'a moins emballé. Non, quoique je sais pas. En fait, même maintenant, je sais pas trop. On suit 2 personnages. Il y a Bren, qui est un guerrier, un connard, voilà, vraiment un connard, guerrier, arrogant, péteux, tout ce que tu veux. Et Nai, qui est une esclave, en fait, et qui arrive à se libérer, à s'enfuir. Et en fait, on est dans un monde de fantasy, avec, comment dire ça ? Il y a toute une dimension de réflexion autour de la nature. À la base, donc tout le chapitre, enfin le roman commence avec un prologue qui raconte l'histoire de la création de ce monde. À la base, le monde était recouvert de sel, et il y a un dieu qui est descendu, qui a soufflé sur le sel pour le faire descendre dans la terre, et la nature et les hommes et la vie a pu venir. Et en fait, quand l'homme commence à se corrompre, le sel remonte. Et ça crée des humains mauvais parce qu'ils ont du sel en eux. Enfin voilà, il y a plein de... Donc c'est ça le nœud du récit. C'est un récit écologique, et de dystopie en fait, mais de dystopie fantasy. Et du coup c'est très perturbant parce que les personnages, tu sais pas trop quoi en penser. Et de mon côté, par exemple, pendant les 3/4 du livre, j'avais très peur de ce que le roman allait faire de Bren, qui a vraiment des actions détestables à plusieurs moments. Et j'avais très peur en fait de ce qu'ils allaient réserver à ce personnage. J'ai été très surprise. J'ai été très surprise sur tout. Parce qu'à la base, je m'attendais à un roman de fantasy, tu vois, un peu ordinaire, entre guillemets, mais genre, y a une catastrophe, les personnages principaux font une quête et règlent la catastrophe, tu vois, un schéma classique en soi. Et en fait, c'est pas ça. Voilà, c'est plein de détours pour arriver à quelque chose qui est... Oh, il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, j'ai pas envie de la donner plutôt parce que ça risquerait de vous spoiler et je trouverais ça très dommage. J'ai trouvé que c'était un roman qui était très intéressant, mais pas pour ce à quoi je m'attendais. Il m'a vraiment surprise. Le message écologique à l'intérieur est bien sûr très fort. La critique humaine est très forte aussi. Mais en fait, j'ai été plus emportée par les enjeux et le monde que par les personnages. Même si j'ai beaucoup aimé Nai et le petit garçon qui pop, qui reste avec eux un temps du récit. Eux, je les ai beaucoup aimés. Mais même eux, il y a une certaine distance, tu vois. Et je pense que l'auteur, en fait, a vraiment voulu mettre en avant la cause principale de tout ça, plus que les outils pour qui gravitent autour. Du coup, c'était une lecture qui était très prenante, mais... très prenante, qui était prenante, intéressante, surprenante, et qui me laisse encore perplexe. Voilà, mais elle m'a marqué, hein, parce qu'il y a des trucs qui m'ont vraiment... c'est pareil, ça ose, tu vois, ça ose aller assez loin, ça dénonce pas mal de choses, mais c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et du coup, dans ces cas-là, c'est qui tout double. De mon côté, c'est plutôt double, mais j'ai pas vraiment de mots pour définir ce que j'ai ressenti. Enfin, pas plus précis que ce que j'essaie de faire là. Et d'ailleurs, je suis assez contente parce que j'avais un peu peur en voyant la couverture. Forcément, je pensais à la passeuse de mots parce que ça ressemble beaucoup au niveau de look, même au niveau du titre. Ça n'a rien à voir en termes d'histoire, hein, donc voilà, si ça peut vous rassurer. Plus que 2 livres, Seigneur Dieu, par lesquels je finis. Allez, je vais finir par celui-là. Mystery of Thorns Manor. Très mignon ça, alors je l'ai dévoré, hein. C'est une petite nouvelle qui est la suite de Sorcery of Thorns, où on retrouve Elisabeth et Nathaniel, je sais pas pourquoi j'appelle Nathaniel, et qu'est-ce que c'était mignon. Alors on est vraiment sur un tome bonus, hein. On est vraiment genre comme Akota 3,5, les personnages qui fêtent Noël, voilà, dites-vous ça comme ça, c'est un peu ça en plus, donc c'est très doux, c'est très mignon, ne vous attendez pas à des quêtes de fou et quelque chose d'intense, alors...
Ça n'empêche pas qu'il y ait des thématiques très importantes qui soient abordées dedans et des enjeux prenants. Ça n'empêche pas. Vraiment, j'étais dedans et j'ai trouvé qu'il y avait une très belle intensité d'émotion à plein de moments, plein de jolis dialogues, de belles réflexions, de remise en question d'ordre établi aussi, mine de rien. Maintenant, voilà, on est sur une petite nouvelle bonus. Il coûte cher en plus, il me semble. Hein. Ouais, c'est 20 balles, donc c'est pas forcément une priorité dans vos vies. Mais c'est un petit roman de Noël qui m'a permis de retrouver des personnages que j'adore avec une plume que j'aime tout autant. J'ai kiffé. Dès les premières pages, j'étais en mode putain, c'est bon de les retrouver quoi. C'était bien. C'était vraiment bien, agréable et j'ai savouré. Voilà, tout simplement. Et enfin, on termine avec Rila Marilla, le dernier tome paru de la saga de Anne de Green Gables, de Lizzie Maud Montgomery. Je crois, il est dans mon podium de tomes de cette saga. Il est dingue. Il est dingue. Il est très dur par contre. Il est très dur et je comprends qu'il ait perturbé pas mal de monde. En gros, il parle de donc la saga de Anne de Green Gables. On suit la vie de Anne qui grandit. Donc le premier tome, elle est enfant. Là, elle est maman de plein d'enfants d'ailleurs. Et on suit en fait la vie de sa dernière fille dans celui-ci. Alors on suit quand même Anne parce qu'elle vit dans la même maison, mais on est axé sur elle et son point de vue. Et en fait, dans ce tome-là, c'est la guerre 14-18. Et donc il y a des enfants, que ce soit des frères de Rila ou des amis à elle, qui partent à la guerre. Enfin, c'est plus des enfants, c'est des jeunes hommes, mais c'est des enfants qu'on a connus dans les tomes précédents. Vous voyez, on les a vus grandir. Et je comprends que ce tome fait déchanter pas mal de monde, parce qu'il est très sombre, très triste, très prenant aussi, mais c'est pas du tout le feel-good qu'on est habitué à voir dans les autres tomes de la saga. De mon côté, ça m'a pas choqué, parce que, en fait, pour moi, Anne, c'est pas une saga feel-good, c'est une saga tranche de vie. Je la mets un peu dans la même catégorie que La Petite Maison dans la Prairie, même si je l'ai jamais lu, mais c'est le même concept, ou un livre que j'avais adoré quand j'étais gamine, que j'ai lu, que j'ai piqué à ma mère, c'était La Courée, qui est en 3 tomes, où tu suis en fait une femme et ses descendantes de Napoléon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc tu vois toute l'évolution de l'histoire, tu vois les histoires d'amour, mais aussi les pertes, etc. Et en fait, dans cette saga, donc c'était de Marie-Paul Armand, ça s'appelle La Courée, j'ai adoré moi personnellement, et j'ai appris plein de trucs en plus. Et en fait, dans cette saga, bah tu vois aussi bien les moments doux, feel good, cocooning, etc., que des moments atroces de femmes qui perdent leurs enfants, de mecs qui meurent, de frères qui meurent, de mecs violents, d'agressions, enfin voilà, t'as une vie en fait. C'est un récit de vie. Pour moi, Anne, c'est la même chose. Et je trouve que si on regarde bien les tomes précédents, on le voit très bien. Dans les tomes précédents, bah, il y a des persos qui meurent, il y a des pertes. Et alors là, c'est sur une époque qui est particulièrement difficile, hein, on s'entend, mais c'est cohérent en fait. Alors je comprends que ce soit pas ce qu'on a envie de lire, hein, mais moi de mon côté, j'ai trouvé que c'était un des tomes les plus vrais et les plus prenants aux tripes que j'ai lu de la saga. D'ailleurs de mon côté, en fait, c'est marrant parce que j'en parlais avec Scylla, qui est une de mes modos et amie, n'est-ce pas, qui a lu la saga, qui en est au même tome que moi. Et en fait, mon top 3 de tomes, c'est... Enfin, il y a une raison. Moi, j'adore le tome 2. Le tome 2 qui, pour moi, est l'adolescence de Anne. Donc, c'est là où elle assume ses pensées, où elle est en mode je me battrai pour changer le monde, je me battrai pour que ce en quoi je crois, ça vibre toujours à travers moi, je crois en l'avenir, etc. Ça représente clairement une part de moi, en tout cas une part de ma jeunesse, et toujours une part au fond de moi, mine de rien. Il y a le tome 5, qui est Anne et sa maison de rêve, où on a Anne qui emménage dans sa première maison avec son cher et tendre, et où on assiste à ce petit cocon en fait qui naît et ses amis et la création de son foyer en fait, son foyer de femme. Ça aussi, bah forcément, ça me parle beaucoup parce que je suis passée par là aussi et c'est quelque chose qui, elle résonne beaucoup en moi. Hein. Et ce tome-là, en fait, me parle beaucoup. Alors, pas parce que j'ai vécu la guerre, grâce au ciel, mais parce que il y a beaucoup de courage, en fait, dans ce tome. Il y a une acceptation de la souffrance, une acceptation mais pas une résignation. Il y a une envie d'avancer quand même, de serrer les dents, de se dire ok, là on vit quelque chose de dur, mais il faut pas baisser les bras, il faut y croire, et d'accepter ses émotions négatives, etc. Et mine de rien, je pense que ça a fait écho à beaucoup de choses que j'ai ressenties aussi. Et je suis tellement en accord avec ce besoin de transmettre ses émotions, de juste les accepter. Enfin, je peux pas l'expliquer plus clairement, mais ce dernier tome, alors il va y en avoir un dernier qui va sortir, c'est les Chroniques d'Avonlea, où je pense que ça va être plein de petites nouvelles qui vont raconter ce qui se passe pour tous les personnages qu'on aime bien sur la fin, en fait, machin a eu 4 enfants, machin a adopté une chèvre, enfin tu vois, des trucs comme ça. Donc pour moi, le vrai dernier tome, c'est celui-ci. Je trouve que ça conclut
de manière effectivement triste. Alors la vraie conclusion, ce sera le tome d'après, hein, mais je trouve que c'est une évolution normale de cette saga en fait. C'est malheureusement bah ça a fait partie de l'histoire et tu vois les personnages comment ils le vivent. C'est triste, c'est prenant, mais ouais, il a fait quoi quelque chose en moi. Ça me touche et ça me parle et n'hésitez pas à me dire vous, hein, pour ceux qui sont à jour dans la saga ou même un peu avant, mais quel est votre ou vos tomes d'âme qui vous parlent le plus. Mais en tout cas, voilà, ça a été une excellente lecture. Encore une fois, voilà, je l'ai dit 50 fois, mais je comprends que ça ait détaché certaines personnes, qu'on change d'univers comme ça, enfin d'univers, qu'on change d'époque et qu'on change d'émotion principale, on va dire. Mais j'ai trouvé que c'était important de le voir. Et je les aime d'autant plus, j'ai envie de dire, maintenant que j'ai pu partager leur souffrance aussi, leur peine. J'aime les gens en entier, tu vois, de manière générale, et le fait que les personnages se soient ouverts à moi de cette manière-là, j'ai l'impression de mieux les connaître et du coup d'encore mieux les aimer. Mais bon, bref, voilà. Je pourrais en parler très longtemps, c'est vraiment un livre qui m'a... Je l'ai dévoré, hein. J'ai eu beaucoup de mal à le lâcher parce que bah, t'es dans le suspense, t'as peur pour certains personnages. Et ouais, tu vois l'évolution de Rila aussi, mine de rien. En fait, quand tu lis Anne, c'est une enfant qui grandit, quoi. Et qui essaie de garder son âme d'enfant quand même. C'est beau à voir, même si du coup, bah, y a des moments où c'est difficile, parce qu'elle y arrive quand même. C'est fort. J'espère y arriver aussi comme ça. Hein. C'est très inspirant de lire des personnages comme ça. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus touchant que Lucy Maud Montgomery, du coup, l'autrice, elle a connu la guerre et elle a été très 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 marquée par cette guerre. Et d'ailleurs, il y a d'autres sagas qu'elle a écrites, parce que Anne, c'est une de ses sagas, mais elle en a écrit d'autres. Et apparemment, ces autres sagas sont plus sombres et parlent justement beaucoup de la guerre et des pertes, etc., que ces personnages ont ressenti, etc. Enfin bon. Du coup, ça me donne encore plus envie de découvrir la suite parce que elle est très bonne pour écrire les émotions, en fait, de manière générale. Et ouais, j'ai réussi à aimer Anne d'une manière que je pensais difficilement atteignable. Je serais curieuse de découvrir ces autres personnages maintenant. Et j'ai terminé cette vidéo, je suis au bout de ma vie. Je suis à plus d'1 heure de rush, j'ai dû aller changer de batterie à un moment. Je sais pas exactement combien j'en suis. Alors vous serez peut-être à un poil moins d'1 heure, mais pas de beaucoup, hein. Vous savez ce que je vais vous demander? Bah bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces titres? Est-ce qu'il y a des livres que vous avez envie de me piquer? Est-ce qu'il y a des titres qui vous intéressent? Est-ce que j'ai fait grandir vos wishlists? Purée, j'espère! Parce que vraiment, il y a des découvertes que j'ai fait ce mois-ci qui étaient bonnes, quoi. J'ai vraiment lu des belles choses. Alors en vrai, ça a aussi mordu sur décembre, hein, parce qu'en gros, je tourne cette vidéo, vous allez vous marrer parce que vous, elle sort tard, hein. On est le 9 décembre, je crois qu'elle sort dans 10 jours pour vous. Donc il y a aussi des lectures de décembre là-dedans. Mais vous voyez, je suis vraiment contente de l'ambiance de tout ce que j'ai lu là. C'est vraiment ce dont j'avais besoin. Je suis très contente. Vraiment, que des belles découvertes. Sur ce, je vous laisse là. Alors, c'est bien parce que j'ai pas trop soif vu que j'ai dézingué une bouteille de flotte à côté. Mais je vais quand même arrêter de parler pendant un petit temps, ça me fera pas de mal. Je vous fais 1000 bisous. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours en commentaire sur tous ces livres. Est-ce que vous en avez lu certains aussi? Je vous ai pas demandé. Est-ce que vous avez certains titres ici que vous avez déjà découverts? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et surtout, voilà, lesquels vous voulez. Ah, j'aime trop quand vous me dites « Ah, j'ai ajouté ça à ma wishlist ». Je me sens toujours très... Oh. Ça sert à quelque chose, tu vois. Genre, j'arrive à vous partager mon enthousiasme et ça me fait tellement plaisir. Sur ce, je me tais pour de vrai. Je vous fais 1000 bisous. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, livresques ou pas livresques. Mouah! Et je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et passez de merveilleuses fêtes de Noël.